Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prise de décision. Quand est-ce que je dois décider seul ? Comment est-ce que je dois décider seul ? On va essayer d'étudier un modèle. On ne peut pas vraiment parler de modèle, disons une série de manières de prendre des décisions qui ont été modélisées par Tannenbaum et Schmidt en 1973, c'est pas tout récent. C'est pour ça que je l'appelle le modèle du sapin de Noël, ça fait rire les gens que j'ai en formation, et puis comme ça ils s'en souviennent. Et le modèle de Tannenbaum et Schmidt est basé sur l'autonomie des personnes à qui s'applique la décision. L'exemple typique de ça, c'est une chef avec son équipe, et cette chef se pose la question de savoir comment est-ce qu'elle doit décider. Et en fait, donc les 7 styles de prise de décision sont ordonnés en fonction de l'autonomie de l'équipe. On va de 0 autonomie pour les collaborateurs et les collaboratrices à 100% d'autonomie pour les collaborateurs et les collaboratrices. Alors, je vous mets dans les notes du podcast l'article original qui vient de Harvard Business Review, mai 1973. Alors, c'est intéressant parce que le titre original de l'article, c'est How to Choose a Leadership Pattern. Donc, il parle de style de leadership, et d'ailleurs, dans pas mal de bouquins, c'est indiqué comme un style de leadership. Moi, je pense que le leadership ne s'arrête pas à la prise de décision. Donc, j'aurais tendance plutôt à dire que c'est un style de prise de décision et pas un style de leadership. Mais évidemment, il y a un lien entre les deux. Alors, quels sont les 7 dans l'ordre autoritaire, paternaliste, fédérateur, adaptatif, consultatif, participatif, délégatif. Les 7 dans l'ordre. Vous voyez que le premier autoritaire, donc évidemment 0% d'autonomie pour les collaborateurs et les collaboratrices, parce que dans le style autoritaire, en gros, le chef ou la chef prend une décision, point barre. L'explique dans le meilleur des cas, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de discussion, pas d'ouverture, rien, c'est une décision autoritaire. Le dernier style, qui est le style délégatif, eh bien c'est le style dans lequel la chef rend l'équipe responsable de la prise de décision et vraisemblablement de l'exécution de cette décision. Donc, la chef ne participe pas à la prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ? Donc, après le style autoritaire, qu'est-ce qu'il y a de plus, entre guillemets, participatif ? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler le style paternaliste. Encore une fois, les adjectifs sont de moi, la plupart. Le style paternaliste, c'est un style dans lequel la chef va vendre la décision. Dans le sens, elle va essayer d'expliquer, de vendre, mais c'est bien pour vous, etc., etc. Donc, le style paternaliste, c'est le style dans lequel vous voyez que les collaborateurs n'ont pas d'autonomie dans la décision, mais quelque part, ils sont incorporés à la compréhension de pourquoi c'est une bonne décision. Ça, c'est le deuxième style. Le troisième, c'est le style fédérateur, où là, alors le chef a toujours pris la décision, mais par contre, il aimerait que la décision soit acceptée. Donc, il va demander des questions, il va demander qu'est-ce qui sera bien, qu'est-ce qui sera pas bien. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un style fédérateur. On a quelqu'un qui a pris une décision, mais qui dit c'est peut-être pas moi qui vais l'exécuter cette décision, et donc il faut peut-être quand même que je m'occupe des gens qui vont devoir l'exécuter. Donc, plutôt ils peuvent poser leurs questions, mieux ils seront acquis à la cause. C'est le troisième style. Le quatrième, parenthèse, remarquez que dans 1, 2, 3, la décision est toujours prise par le chef. Donc quelque part, en termes d'autonomie pure, on est toujours à 0 du point de vue de l'équipe. Le quatrième style, c'est le style adaptatif, où là, le chef présente une décision, mais qui peut être sujet à changement, ou à amendement, ou à modification. Donc, vous avez une idée, le chef a une idée, et dit, mais jusqu'à preuve du contraire. Que ce soit une mauvaise idée, qu'on doive modifier telle ou telle chose. Donc là, on a le début de la prise d'autonomie de l'équipe par rapport au chef. Donc style numéro 4, style adaptatif. Style numéro 5, le style consultatif, où là, le chef présente un problème, obtient des suggestions et prend une décision. Alors on aurait pu inverser 4 et 5. On aurait pu prendre le style consultatif
qui présente moins d'autonomie que le style adaptatif, puisqu'effectivement, le style adaptatif présente une décision sujette à changement, tandis que le consultatif obtient des suggestions, puis prend une décision. C'est égal. On voit là que sur le 5, alors le style consultatif, lui, l'équipe a clairement son mot à dire, puisqu'en fonction de ce qu'elle va donner comme suggestion, une décision sera prise, alors toujours par le chef ou la chef, mais il y a une participation des collaborateurs de l'équipe. Le style numéro 6, c'est le style participatif, où là, la chef fixe le cadre de décision, typiquement des critères, et demande une décision à l'équipe. Alors elle peut participer en tant que membre de l'équipe, mais en tout cas elle ne décide pas, puisque c'est l'équipe qui décide, mais elle est dans un cadre bien donné. Et puis on a vu le dernier, le style délégatif, où là c'est l'équipe qui est responsable de la décision. Donc vous voyez que autoritaire, c'est une annonce bête et méchante. Le deuxième, paternaliste, vendre la décision. Le troisième, on aimerait qu'elle soit acceptée, la décision. Le quatrième, on peut lui amener des changements. La cinquième, demande des suggestions, on prend une décision. Le sixième, on demande une décision à l'équipe. Et le septième, on donne la décision à prendre à l'équipe. Vous voyez que sur ces 7 styles, eh bien, il y a une progression de l'implication, au moins de l'implication, mais en tout cas de l'autonomie des collaborateurs par rapport à la décision. Alors, pour illustrer, on va prendre quelques exemples. L'organisation des vacances de l'équipe. Alors ça, c'est un sujet favori en formation, en conduite d'équipe, puisque les gens disent c'est la catastrophe, je prends les désiderata de tout le monde, et c'est moi qui me tape le tableau des prises de vacances, et puis quand je l'ai fait, je l'affiche, et puis tout le monde vient râler dans mon bureau parce que c'est pas ce qu'il voulait. Et ça, pour moi, je pense que c'est un style de décision qu'on a tendance à mettre dans l'autoritaire ou le paternaliste ou que sais-je, alors qu'en fait, le plus simple, pour moi, c'est de faire du participatif, c'est-à-dire de dire, écoutez, voilà les règles du jeu. Par exemple, personne en vacances plus de 3 semaines, au moins 3 membres dans l'équipe, là, à tout moment, et puis, je sais pas, moi, 2 personnes en Europe pour une intervention, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Des critères très très clairs. Et puis, vous dites à l'équipe, bah voilà, demain, vous faites une réunion, et puis vous décidez des vacances de chacun, vacances d'été par exemple. Et comme ça, c'est l'équipe qui se prend en main. Et ce style participatif-là fonctionne en général assez bien, parce que les collaborateurs, collaboratrices, comprennent l'intérêt qu'ils ont à travailler ensemble. Puisque vous allez associer cette ouverture d'une annonce, en disant si demain l'adhésion n'est pas prise, c'est moi qui la prendrai, puisqu'il faut quand même que le plan se fasse. Donc, typiquement, organisation des vacances, ou des shifts, ou des rotations, que sais-je, style participatif fonctionne en général bien. Mais évidemment, à vous, dans votre situation, de décider de la meilleure manière de prendre la décision. Deuxième exemple, organisation de la soirée de fin d'année. Alors on pourrait dire que c'est du participatif aussi, pardon. On pourrait dire oui, mais je fixe le cadre avec le budget, et puis du coup, l'équipe fait avec. Donc c'est entre le 6 et le 7, entre participatif et délégatif. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit vous qui le fassiez, ou particulièrement en fin d'année, quand souvent au niveau management, il y a beaucoup de travail parce que voilà, souvent les RH demandent les recommandations de salaire pour l'année prochaine, il y a les entretiens de fin d'année, il y a un tas de choses à boucler. Donc dans ce contexte-là, pourquoi pas mettre l'équipe au travail ou une commission de collaborateurs. Troisième exemple, recrutement d'une collaboratrice. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui font ça dans l'autoritaire. Je sais qu'il y a même des entreprises que j'ai vues dans laquelle les chefs d'équipe des chefs d'équipe découvrent qu'on leur a associé, qu'on leur a attribué une collaboratrice. Alors bon, évidemment, on se connaît depuis un certain temps. On sait bien que je suis pas un grand fan de ce genre de pratique. Pour le recrutement d'une collaboratrice, j'aurais tendance à être dans entre 4 et 6, entre adaptatif, consultatif et participatif. Je pense que l'équipe doit avoir son mot à dire. Donc soit le 4 où je prends la décision de recruter mais sujette à changement, soit le 5
où j'obtiens des suggestions par rapport à qui pourrait faire l'affaire ou pas, et je prends une décision, peut-être de temps en temps fixer le cadre et demander un choix. Si pour moi c'est équivalent, les deux personnes sont bien, et ben je demande à l'équipe de décider. Je dirais entre 4, 5 et 6, ça me semble être une chose qui est assez équilibrée. On verra, suite à ces exemples, quelques principes qu'on peut utiliser pour savoir où se placer. Mais pour moi, la dynamique d'équipe est très importante, donc on ne peut pas simplement plugger une personne dans une équipe et s'attendre à ce que ça fonctionne. Quatrième exemple, nouvelle vision de l'entreprise ou du département ou de l'équipe. Alors, pareil, on aurait tendance à faire de l'autoritaire. Moi, je pense que là, on est plutôt entre le 3 et le 4. Voire, dans les entreprises, je dirais peut-être vraiment modernes, quelque part, du 5 ou du 6. Je pense que si les collaborateurs sont en mesure de participer concrètement et positivement et constructivement à un exercice de définition de vision, je pense qu'il faut les impliquer très très tôt. Maintenant, c'est vrai, ce qui peut arriver, c'est que le déclencheur, le fait qu'il faille une nouvelle vision pour l'entreprise, vraisemblablement, ça peut pas être déclenché par les collaborateurs parce qu'ils n'ont souvent pas la vision, la hauteur de vol nécessaire, puisque c'est le rôle du management que d'avoir cette hauteur de vol-là. Les collaborateurs sont chargés de faire remonter l'information, des choses qui vont, des choses qui vont pas. Mais je pense qu'effectivement, c'est la direction, souvent le directeur ou la directrice, qui vont impulser, il nous faut une nouvelle vision. Donc ça, c'est une chose, et ça, je pense que cette nécessité de changement, ça, alors c'est souvent du 2 ou du 3. Donc vendre le changement ou vendre ou faire que le changement soit accepté volontairement par les collaborateurs. Par contre, après, dans la définition de la vision et puis le travail de la vision, là, on peut passer à des modèles adaptatifs, consultatifs, voire participatifs. Nouvelle procédure de travail. Ça dépend évidemment des entreprises, mais souvent, ce sont des départements spécialisés qui s'occupent de ça. On peut penser à la qualité, on peut penser au département des méthodes. Et je trouve que c'est dommage de ne pas impliquer les collaborateurs dans la décision, puisqu'on sait que l'implication dans un processus de décision augmente le contrôle perçu du collaborateur sur la décision et donc sur sa performance. Et donc ça, on sait que le sentiment de contrôle est un facteur de motivation bien identifié. Donc c'est toujours avantageux de faire participer les collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Donc pour une nouvelle procédure de travail, pourquoi pas faire du 6 ou du 7 avec une équipe qui se prend en main et puis qui décide, ou alors au moins qui propose en style 5, le style consultatif. Voilà les exemples auxquels j'ai pensé. Alors si vous avez d'autres exemples que vous aimeriez voir traités, vous pouvez les mettre en commentaire ou me les envoyer par mail ou par téléphone, ou me laisser un message sur le site internet, et voilà, on essaiera d'y réfléchir ensemble. Du coup, basé sur ces exemples et sur votre expérience et la mienne, est-ce qu'on peut... Comment décider? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'il faut se placer? Alors en y réfléchissant, en préparant cet épisode, je me suis dit qu'il y avait deux choses à prendre en compte. La première, c'est le principe de subsidiarité, qui dit qu'une décision doit être prise au niveau compétent le plus bas, sur laquelle la décision a un impact. Donc, on commence par le niveau le plus bas, donc on commence par les collaborateurs, et puis ensuite, on se dit, ok, 1, est-ce que ça les impacte? Oui, non. 2, est-ce qu'ils ont les compétences pour prendre la décision? Et en fonction des réponses à ces questions, on peut remonter d'un niveau, ou de 2 niveaux, ou de 3 niveaux, ou de 4 niveaux, etc. Et ce principe de subsidiarité, c'est une espèce de principe de délégation, si vous voulez, de délégation de la décision, et il est très utile parce qu'il force à se poser la question, mais finalement, pourquoi c'est moi qui la prends, cette décision? Est-ce que vraiment il y a une valeur ajoutée? En sachant que souvent, c'est du travail en plus, avec je dirais, pas forcément des soucis, mais des préoccupations en plus, alors qu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui ne demandent peut-être que ça, finalement, prendre la décision, parce que eux, ça va les intéresser, eux, ça va les motiver. Donc, comment décider? Point numéro 1, principe de subsidiarité. Deuxième question, deuxième principe, une espèce de petite règle, plus la décision à prendre concerne, je dirais, le cadre disciplinaire de l'activité, plus ça concerne votre rôle de gardien des clés, finalement, qui est encore le rôle du manager, plus vous allez être à gauche. Plus l'action, la décision à prendre concerne un changement,
plus vous serez à droite. Simplement parce que dans ces rôles, vous avez des attributions différentes. Dans le rôle du gardien des clés, vous êtes le gardien, donc c'est à vous d'agir, donc on va plutôt être sur la gauche, pour tout ce qui est discipline, règles, vie en commun, etc. Tandis que pour tout ce qui est changement, il y a un changement intérieur, souvent chez les collaborateurs, les collaboratrices, et donc on aura tendance plutôt à être très implicatif, très participatif, simplement pour que le changement passe mieux. Maintenant, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui disent « Ah, mais moi, je délègue beaucoup de décisions à mon équipe, donc je suis un manager, entre guillemets, moderne. » Bon, 1973, vous me direz. Eh bien, attention, ce n'est pas la quantité de décisions que vous donnez à votre équipe qui fait de vous un manager moderne. C'est l'impact des décisions. Donc, un manager moderne, c'est peut-être le manager qui, sur une décision dans l'année, mais qui a un impact énorme, le donne à son équipe, plutôt qu'un manager qui fait organiser... je sais pas moi, les vacances, les apéros et le souper de Noël à son équipe. Même s'il a l'impression d'être très moderne ou d'être très implicatif, je sais pas si ça se dit, ce sera clairement pas le cas. Dernière recommandation, peu importe le style, la manière de décision que vous avez choisie, peu importe. En revanche, vous devez clarifier votre intention vis-à-vis de vos collaborateurs. Ça veut dire que si vous dites à vos collaborateurs, écoutez, là, présentez-leur l'échelle, 1, 3, 4, 5, 6, 7, vous mettez les noms dessous, vous expliquez, vous avez tout ce qu'il faut, vous leur dites, là, moi, on va faire comme ça, je vais vous présenter le problème qu'on a, vous allez me faire des suggestions, et c'est moi qui vais décider. Vous êtes prêts ? Ok, on y va. Mais ne faites pas ça pour justifier une décision que vous avez déjà prise, parce que les collaborateurs vont le voir, vont le sentir, et là, la prochaine fois que vous avez demandé une suggestion, vous allez voir des gens qui vont dire, bon, de toute façon, ça sert à rien. Et il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'interviens, ou des gens que je vois en formation, en coaching, qui me disent, mais de toute façon, les gens ne sont pas motivés chez nous, ils participent pas. Ben, c'est vraisemblablement parce que dans un passé récent, on leur a demandé leur avis sur quelque chose dans lequel ils se sont impliqués, et finalement, ils se sont aperçus que leur avis n'avait pas compté. On peut revenir à toutes ces questions de confiance organisationnelle ou de confiance dans la direction, qui sont difficiles à percevoir et à mesurer. On y reviendra peut-être dans un prochain épisode. Et donc ça fait que quand le collaborateur est grugé une fois, il ne va pas se faire gruger une deuxième fois, et donc il préfère sortir et ne pas participer. Donc, peu importe le style que vous choisissez, dites lequel vous avez choisi et tenez-vous-y. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était un épisode sur la prise de décision, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.